Salut tout le monde, nouvelle vidéo, peu différente cette fois. On va opposer le She-Ra et la princesse du pouvoir de 1985 à la She-Ra et les princesses du pouvoir de Netflix, Original Series. Deux séries séparées de 40 ans. Non, je rigole. Non, séparées de un peu plus de 30 ans. Donc, on va commencer par revenir par la série 1985. Alors, je vais lire un peu le résumé parce que bon, 85, j'étais vraiment petit, j'ai pas un très bon souvenir de la série. J'ai regardé un ou deux épisodes en préparant l'émission. Donc voilà le résumé. Donc, sur une lointaine planète, Eteria est depuis des années sous le joug de la Horde menée par le cruel Hordak, qui a instauré sa dictature sur toute la planète grâce à ses horribles robots. Seul un petit groupe de rebelles mené par Scintilla, Flèche d'Or et quelques autres, essentiellement des femmes guerrières, parvint, caché au plus profond de la forêt des murmures, à lutter efficacement contre l'oppresseur. Il faut dire surtout qu'ils sont aidés par leur amie Adora, qui secrètement, lorsqu'elle lève son glaive magique en criant par l'honneur du crâne ancestral, devient She-Ra, la femme la plus puissante de l'univers. Avec Fugor, son fidèle destrier, elle a ainsi rejoint les rangs des rebelles, protège le mythique palais du pouvoir et est devenue le dernier espoir des opprimés. Alors, ça, c'est le résumé de la She-Ra de 1985. Si on compare l'histoire de la version Netflix, bah, on a plus ou moins la même chose. Ils ont vraiment respecté, on va dire, le cahier des charges. La différence au niveau du scénario de base, c'est vraiment quelques éléments. On va dire des éléments d'interprétation, parce que, par exemple, il n'y a pas de robot au début. Au début dans She-Ra, c'est pas vraiment, ils utilisent pas vraiment des robots. C'est en fait Hordak, qui est en fait un extraterrestre, essaie de conquérir Eteria, qui est coincé dans un monde parallèle, donc qui est un monde magique, et il enlève des enfants quand ils sont bébés et très petits, qui après il endoctrine pour les transformer en soldats. Ça fait très premier ordre comme, comme concept. Et après, il envoie ses soldats contre les habitants d'Eteria pour conquérir la planète. Donc, les différences ne s'arrêtent pas là aussi, entre la version de 85 et la version Netflix. Le principe de princesse au pouvoir. Dans la version 85, seule She-Ra, seule Adora est vraiment est une princesse de pouvoir. C'est une princesse, oui. Elle est la sœur jumelle de Musclor, parce que on fait partie des maîtres de l'univers. Et en fait, elle a été kidnappée enfant et envoyée sur un autre monde pour voilà. Et en fait, ses pouvoirs viennent du fait qu'elle est descendante de la lignée royale et tout. Alors que non, dans la version Netflix, ça n'a absolument rien à voir. C'est une fondatrice, elle vient d'un autre peuple. Les rebelles sont menés par les princesses qui ont des pouvoirs. Il y a... En fait, en gros, vous avez le même scénario de base, mais vous avez un background qui est complètement différent. En fait, la version 85 de She-Ra, c'est pour vendre du jouet. Donc, en fin de compte, en dehors du résumé, le background est très pauvre. Tout est là. Chaque nouvel accessoire, une nouvelle arme ou un nouveau véhicule, une nouvelle bestiole est là pour vendre un jouet, uniquement. D'ailleurs, quand vous regardez la version 85, vous vous apercevez que les guerrières, les fameuses guerrières du groupe des rebelles, sont toutes taillées dans le moule Barbie. Alors, c'est Mattel qui faisait Barbie. Donc, en gros, quand vous achetiez les figurines She-Ra, vous achetiez des Barbie avec une autre coupe de cheveux et estampillé She-Ra. C'était le même moule que les Barbie. Dans la version Netflix, chaque princesse a une morphologie différente, a un caractère différent, a une histoire personnelle qui est différente, a des pouvoirs différents. C'est vraiment la richesse du background de la version de Netflix est vraiment beaucoup mieux. Alors bien sûr, il y a aussi la grande différence graphique.
Déjà d'une part, on se rapproche un peu de ces séries modernes qui prennent quelques codes au manga, parce qu'ils s'aperçoivent que les jeunes, ben voilà, les jeunes de maintenant sont les enfants de la génération Dorothée. Eh oui, donc on grandit avec les mangas. Alors attention, le She-Ra Netflix n'est pas fait pour la France. C'est fait pour diffusion dans le monde. La série a énormément de succès sur Netflix. Mais ils en sont conscients. Le monde, en termes de dessin animé, maintenant, on est habitué au code manga, donc même les Américains, lorsqu'ils font un dessin animé, quelques codes entrent. Les joues qui rosissent, ils font des yeux un peu différents, mais c'est pas encore les yeux qu'on a dans l'animation japonaise. C'est pas pareil. Mais on commence à se rapprocher de dieux qui ont des expressions, l'expression des yeux, alors qu'avant c'était des regards fixes qui voulaient rien dire. Euh, alors le pareil, le graphisme Netflix fait un peu plus, comment expliquer? Moi, ce que je reprochais à la version 85, c'est qu'ils avaient essayé de donner une sorte de graphisme adulte à une série qui avait un scénario qui était très pauvre, dans un univers, bon, les maîtres de l'univers étaient un scénario qui était riche, mais qui était riche à cause des jouets. La richesse du scénario venait de son nombre de personnages. Un nouveau personnage, ce personnage, il a une histoire, et voilà. Mais le monde en lui-même, l'histoire était limitée. Alors que dans la version Netflix, ils ont créé un énorme background. À chaque saison, tu apprends des nouvelles choses, tu te remets en question sur d'autres trucs, tu comprends d'autres choses. C'est, on est dans une écriture moderne où on s'est rendu compte que les gens qui font du dessin animé maintenant, et c'est quelque chose que je remarque beaucoup dans les Netflix Original Series, c'est qu'ils ont plusieurs dessins animés. Euh, on sent ils ont travaillé le scénario, ils ont travaillé le background, parce qu'ils savent que ceux qui vont regarder, si vous faites un dessin animé, par exemple pour les 8-12 ans, eh ben vous allez très vite vous apercevoir que ceux qui regardent, la moyenne d'âge, elle n'est pas de 8-12 ans, elle est plus vieille. Et que eux, ils ont besoin derrière d'avoir une cohérence de scénario, d'avoir une richesse de background, qu'ils ne veulent pas d'épisode bouche-trou qui ne sert à rien. Un épisode bouche-trou, c'est un épisode où, quand tu as regardé l'épisode, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de développement de personnage, il n'y a pas eu de développement de scénario, il n'y a pas eu de développement d'histoire, il n'y a pas eu d'infos de background. L'épisode, tu le vois pas, c'est pas grave. Que maintenant, non, ça, ils le font plus. Pourquoi? Parce qu'ils signent des contrats. Euh, Là, par exemple, pour She-Ra, ils avaient un contrat de 5 saisons. Donc, il fallait que leur histoire fasse 5 saisons. Mais le pire, c'est que chaque saison n'a pas le même nombre d'épisodes. Autant la saison 4 et 5 ont 13 épisodes chacune, mais vous prenez je crois que c'est la saison 2, la saison qui a le moins d'épisodes. Donc, ils sont obligés vraiment de jongler là-dessus, donc ils peuvent pas se permettre de faire de scénarios ou d'épisodes qui servent à rien. Vous prenez le She-Ra de 85, donc qui en France a été diffusé le 24 janvier 86 sur Antenne 2, donc dans Récréa 2, donc 86, donc c'était Dorothée à l'époque, puisque Dorothée est passée de Récréa 2 à Club Dorothée en 87. Mais c'est pareil, il y a eu que à peine un peu plus de la moitié des épisodes qui ont été doublés en français. Il a fallu attendre 2004 et la sortie DVD pour que le reste des épisodes soient doublés. La série fait 93 épisodes. Ça peut sembler à la fois beaucoup et peu, mais quand tu as beaucoup d'épisodes qui servent à rien, ça fait long. Là, la version Netflix, on doit être à une quarantaine d'épisodes, 40 et quelques épisodes. Ouais, on doit être presque à 50 épisodes, mais chaque épisode a vraiment apporte quelque chose. Donc voilà, nommé ce scénario She-Ra 85 versus She-Ra Netflix. Grosso modo, pourquoi? Parce que si, comme moi, vous avez un très mauvais souvenir de la She-Ra de 85, alors déjà, 85, quand ça a été diffusé en 86, j'avais 5 ans. 5 ans, Candia, ça c'est un dessin animé pour filles, donc d'office t'aimes pas quand t'es un garçon. Donc j'ai peut-être un mauvais souvenir à cause de ça.
quand j'ai re-regardé quelques épisodes pour la vidéo, non, j'aime pas l'animation, j'aime pas le graphisme, le scénario, c'est pas ça. Alors que la version Netflix, je l'ai vraiment adorée et c'est vraiment marquant pour moi parce qu'à la base, je n'aime pas les maîtres de l'univers. C'est-à-dire que j'aime pas aussi bien She-Ra que Musclor. C'est tout l'univers des maîtres de l'univers que je n'aime pas. Et je le fais leur même reproche à chaque série. C'est le fait que les séries sont là pour vendre du jouet et que, voilà. Bon, à part le fait que Musclor, c'est vraiment bourré de testostérone et compagnie. La version Netflix, pas du tout. Ils ont joué sur la corde nostalgique en disant bah, les parents qui ont connu She-Ra étant gamin, ils vont mettre leur gamin devant, puis ils vont regarder avec eux, machin. Ça a dû contribuer. Mais que vous ayez aimé ou pas aimé la version 85, regardez les premiers épisodes au moins de la version Netflix pour vous faire une idée. Bon, l'idéal, c'est regarder au moins la première saison. Parce que oui, parce que rien que déjà la première saison, elle a un final de saison qui est énorme. Alors ensuite, je vais spoiler un peu, donc à partir de maintenant, je spoil un peu. Pourquoi? Parce que la saison 5 de She-Ra est très récente, elle date de fin mars, début avril, je me rappelle plus exactement, mais elle est très récente. Donc, pour ceux qui l'auraient pas vu et qui regardent cette vidéo, vous pouvez arrêter, parce que je vais spoiler. Il y a une chose que j'ai aimé dans cette saison 5, c'est le changement graphique du costume de She-Ra. Parce que il suit le scénario. Dans le scénario, quand vous regardez bien le scénario, vous comprenez une chose, vous comprenez que Adora, son pouvoir de se transformer en She-Ra, en gros, c'est je suis une fondatrice, je peux donc utiliser la technologie des fondateurs, et c'est pour ça que je peux me transformer en She-Ra, parce que j'utilise la technologie de l'épée. Et on s'aperçoit que son costume de She-Ra est très, euh, comment expliquer, est plus enfantin, un peu côté ado, elle a un short, bon, elle a une cape, mais ça fait pas abouti. Je sais pas, son costume m'a jamais spécialement, surtout quand on voit dans la saison 4, on commence à voir Mara comment elle était en She-Ra. Tu dis, mais attends, Mara en She-Ra, elle était magnifique. Comment ça se fait que là, c'est bien, mais sans plus, quoi. Ça rend pas, ça met vraiment pas Adora en valeur, à part ses cheveux, parce que même elle, elle est jalouse des cheveux de She-Ra, parce que quand elle est en She-Ra, elle a des beaux cheveux, alors que quand elle est en Adora, elle aime pas ses cheveux. Bon, ça c'est un peu marrant. Mais dans la saison 5, quand elle utilise donc du coup, parce qu'en fait elle est l'élue pour être She-Ra, qu'elle a pu l'épée, elle arrive à se retransformer en She-Ra grâce à ses propres pouvoirs, et là son costume change. Donc, je vais vous mettre une image pour vous montrer. Son costume et ça représente bien son caractère, le costume est plus abouti, il fait plus adulte. Moi je le trouve je le trouve vraiment, vraiment bien. Et ce changement de dire avant, tu avais qu'une partie des pouvoirs de She-Ra, parce qu'en fait, les fondateurs n'ont pas créé She-Ra, ils l'ont usurpé pour que ça devienne une arme à leur service. Ils ne faisaient que prendre une partie du pouvoir qu'ont vraiment She-Ra. Et là, quand Adora utilise ses vrais pouvoirs de She-Ra, mais elle est plus forte, tout est, voilà, tout est en hausse et du coup son costume est beaucoup mieux, il est conforme à son style, le fait qu'elle ait, son sa pas sa couette, sa queue de cheval, voilà. Donc voilà, donc pendant que je suis dans la partie spoil, je vais parler aussi d'une autre chose, l'homosexualité dans She-Ra, parce qu'encore dans les 4 premières saisons, on voit les 2 princesses qui ont l'air d'être ensemble, mais ça c'était pas très poussé. Dans la 5e saison, elles disent que voilà, c'est ma femme, donc donne l'impression qu'ils sont mariés, elles s'embrassent, des choses comme ça. Et je vais pas vous spoiler la fin de la série parce un autre couple gay apparaît à la toute fin, dans le dernier épisode. Moi, ça me dérange pas, parce que c'est bien, parce que ça prouve une évolution de la société.
Bon, voilà. Sinon, voilà. Moi, je vous recommande, si vous avez l'occasion, regardez le Chien Netflix, c'est vraiment très bien. Alors la série devait se terminer en 5 saisons, c'est ce qui était prévu dans le contrat, mais devant le succès de la série, des négociations pour une saison 6 sont en cours. Est-ce que ça pose un problème au scénario? Non, parce qu'ils ont fait une fin qui finit bien l'histoire des 5 saisons, mais qui laisse la possibilité d'une suite, donc on verra bien. Est-ce qu'on verra arriver Musclor en tant que frère jumeau de Adora? Après tout, le scénario pourrait le permettre, puisqu'elle est kidnappée, elle est téléportée étant enfant, donc rien ne nous prouve qu'elle pourrait pas avoir quelque part dans l'univers un frère. Ça pourrait être le moyen de ramener la série, donc après je sais pas si ça doit être des questions de droit, choses comme ça. Personnellement, moi je suis pas pour. Moi, je préférerais que She-Ra reste She-Ra et qu'on vienne pas mêler Musclor là-dedans, que ça reste comme ça. Que la série reste vive par elle-même. Qu'on vienne pas lui greffer. Et s'ils veulent faire une série Musclor, qu'ils fassent une série Musclor, mais qu'ils viennent pas la mêler à ça. Ou alors qu'ils fassent la série Musclor et puis qu'après, bon, qu'ils les fassent rejoindre. Mais va falloir vraiment que les séries Musclor soient bien. Et là, c'est pareil. J'ai vraiment pas aimé Musclor. Je pense qu'au début, je vais un peu la regarder. Je vais peut-être un peu me forcer les premiers épisodes, après on verra bien. Mais bon, je j'ai pas vu que c'était en discussion ou quoi que ce soit. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, très important, vous abonner. Si vous avez pas de compte, parce que je m'aperçois que vous êtes beaucoup à regarder par téléphone et donc que vous n'avez pas de compte YouTube, c'est important un compte YouTube, tout simplement parce que ça vous permet d'avoir les notifications, de dire bah, telle chaîne que vous aimez, il y a une nouvelle vidéo, choses comme ça. Maintenant, après, c'est aussi une question d'âge, parce qu'avec la nouvelle politique de YouTube, si vous avez moins de 13 ans, le contenu que vous allez voir sera limité. Et ça, forcément, quand vous allez créer votre compte, ils vont le voir. Donc, du coup, je peux un peu comprendre que vous ne créez pas de compte, justement, pour pouvoir regarder ce que vous voulez sans avoir de problème. Voilà. Donc, ça sera tout. À la prochaine!